Tiens, je viens de remarquer un truc. Oui, je t'écoute. Regarde ce kanji. Oh, mais c'est mon chapeau. Ah non, c'est le kanji de Salah, l'assiette. Mhm. Hop, regarde à nouveau. Oh, je vois. Tu as ajouté un trait vertical et ça devient le kanji du sang chi. Incroyable. Tu es la 10 000e personne à avoir remarqué cette ressemblance entre ces deux kanji. Félicitations. Et comment on explique ça alors? Tu le sais au moins? C'est très simple, mon petit. Ne te rappelles-tu donc pas de tes cours de SVT? Je suis pas sûr de bien saisir là. Rappelle-moi la forme des globules rouges. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont la forme d'une galette, d'un disque éventuellement. D'une assiette aussi, non? Ah mais oui, bien vu! Mais pourquoi avoir ajouté ce trait par-dessus là? Vois-tu, mon petit? On touche là à un domaine très technique. Oui. Le domaine de la ponctuation verticale. Ponctuation verticale? Exactement. Quand les savants chinois ont voulu créer ce kanji, ils ont voulu préciser quelque chose d'important. C'est-à-dire? C'est une paille. Eh oui, ces mêmes savants goûtaient le sang pour en déterminer les propriétés. C'était une époque très empirique. Ils le buvaient avec une paille? La science exige des sacrifices. Et c'est en goûtant qu'ils ont remarqué des différences subtiles entre les individus. Quelle différence? Certains sons étaient plus ronds en bouche, d'autres plus tanniques, un peu comme un vin. D'ailleurs, les savants les plus doués pouvaient même deviner le groupe sanguin à l'aveugle. Oui, oui. Ah ouais, c'est pour ça qu'en Asie, les groupes sanguins ont une telle importance? Alors, pour être plus précis, c'est surtout au Japon que ça a pris, hein. Tu connais, hein, tout le lore autour des personnalités associées à chaque groupe sanguin. J'en ai entendu parler, oui. Il paraît que c'est parfois utilisé comme critère pour choisir un conjoint. Ah, m'en parle pas. Si j'avais pas prétendu être... Ah, d'ailleurs, Tu... on en parlera une autre fois, peut-être. Bon, c'est pas un peu fini ces conneries tous les deux là? On reprend du début. Kotoba ka pa 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 pa. Salah et Chi. Coïncidence ou complot? On va revenir déjà sur la forme actuelle des deux kanji là. Hop. On a donc le kanji de l'assiette en haut qui se prononce Sala en japonais et le kanji du sang en bas qui se prononce Chi. C'est vrai qu'ils sont très ressemblants, mais c'est peut-être le fruit du hasard. Faut pas oublier que les caractères chinois datent d'il y a plus de 3000 ans et qu'ils ont bien évolué depuis. On peut donc avoir deux caractères qui n'ont rien à voir à l'origine, mais qui ont eu leur graphique qui a fini par converger et se ressembler fatalement. Tiens, bah, je vais vous donner un exemple concret avec deux kanji qui se ressemblent pas mal là. Hop. Voici deux caractères assez communs qu'on apprend en première année de primaire au Japon. Le premier signifie œil et le second soleil ou encore jour. Vous pourriez très bien émettre l'hypothèse qu'il y a un lien entre les deux, puisque l'œil capte la lumière du soleil qui se reflète sur les éléments de notre environnement. Exact. C'est ce que j'allais suggérer. Bah non, ça marche pas. Ces deux pictogrammes n'ont rien à voir à la base. Juste à droite de la graphie actuelle de chaque caractère, on a l'écriture Osekai qui est la plus ancienne connue à ce jour. Pour le kanji de l'œil au-dessus, vous remarquerez que c'est une représentation assez fidèle de profil de l'œil, c'est pourquoi d'ailleurs on parle de pictogramme. Il s'est ensuite progressivement rectangularisé pour des raisons calligraphiques et a subi une rotation de 90 degrés. Le kanji du dessous est aussi un pictogramme parce que c'est tout simplement un dessin du soleil, c'est-à-dire un cercle avec un point ou un trait au milieu. Et comment tu expliques la présence de ce trait au milieu, alors?
C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais vu qu'on y est, hein. Alors de ce que j'ai pu lire, ce point central serait juste une solution graphique pour remplir le cercle en le distinguant d'un anneau vide. Pourquoi pas? Revenons à nos moutons là. Donc on a vu que malgré leur ressemblance actuelle, les kanji du soleil et de l'œil n'ont rien à voir étymologiquement parlant. Mais qu'en est-il maintenant des kanji du sang et de l'assiette là? Il y a une seule façon de vérifier, hein, c'est s'intéresser aux premières graphies. On va donc se concentrer sur la graphie la plus ancienne de chaque kanji, l'écriture Osekai. On distingue ainsi une superbe assiette sur la droite, ou plutôt une sorte de réceptacle. Et pour le kanji du sang maintenant, on a un réceptacle similaire, mais avec un 9. Plutôt ressemblant, non? Mais c'est pas suffisant. Maintenant, on va s'intéresser aux explications de deux références dans le domaine des kanji. C'est le Kanjigen et le Shinkangorin. Le Shinkangorin se trouve dans la très grande majorité des dictionnaires électroniques. Par contre, pour le Kanjigen, j'ai dû ressortir un vieux modèle, hein, vous m'excuserez. Les deux interprétations sont assez similaires en fait, mais je vais quand même vous les traduire une à une. Pour le Shinkangorin, pictogramme. Il représente l'image du sang d'un sacrifice versé dans un récipient et offert aux dieux lors d'un rituel. Il indique la signification de sang, chi. Pour le Kanjigen maintenant, pictogramme représente l'image d'un amas de sang destiné à une cérémonie rituelle placée dans un plat profond. Désigne le sang, cette substance visqueuse qui circule avec fluidité dans tout le corps. Vous voyez que l'idée est assez similaire et en fait cette hypothèse, elle provient d'une source qui est beaucoup plus ancienne, c'est le Shuowen, le premier dictionnaire de caractères chinois qui a été publié au IIe siècle. Et pour la petite histoire, ça parlait à l'époque de sang d'animaux offerts en sacrifice. Voilà. Bon, je vous avoue que j'avais aucune idée de tout ça en préparant cette vidéo, hein. Comme quoi. On pourra donc mourir moins bête. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine alors. Au revoir.